Ni hao, Denis Jacquet. Good morning, Ralpha Babou. Bonjour, je vous interpelle en chinois puisque vous venez à nous parler d'un livre que vous avez écrit avec Homéric de Sarthe. Alors d'abord pour vous présenter, si on peut encore vous présenter, vous êtes entrepreneur, multi-entrepreneur, diplômé d'HEC, une maîtrise en droit. Vous avez passé 10 ans à l'étranger pour développer la société EduFactory, qui fait quoi en un La mot? formation via Internet. Très bien. Vous avez créé le mouvement Parrainer la croissance pour aider les entreprises à se développer. Vous avez senti la tendance de l'ubérisation en créant l'Observatoire de l'ubérisation. Et vous venez aujourd'hui à parler aussi du mouvement Day One, qui est Ouais. destiné à aider les entreprises à se sortir de cet univers digital. Donc vous venez nous parler de ce livre voilà, qui s'appelle Pourquoi votre prochain patron sera chinois, coécrit avec Homéric de Sarthe. Alors pourquoi ce coup de gueule? Parce qu'on en a un petit peu marre des nombris. Voilà, mais je pense que chacun des pays, notamment européens, mais la plupart de tous ceux qui sont en dehors de la Chine et de la Californie, s'occupent de leur nombris pendant que les deux autres s'occupent du monde. Et qu'il est temps que quelqu'un, un peu partout, mais qu'il y ait d'autres Jacquet de Sartre un peu partout dans le monde, qui tirent, alors je ne sais pas si une sonnette d'alarme, mais au moins en leur disant, mais qu'est-ce qui se passe, à quelle vitesse ça va, quel impact pour nous, y compris sur nos modèles sociétaux, y compris sur notre définition de la démocratie, y compris sur l'indépendance économique de nos pays, et de savoir quelles sont éventuellement les solutions ou l'approche qu'on pourrait avoir vis-à-vis de cette progression très très forte de la Chine. Donc pendant que nous, on voit notre TGV avancer, on ne voit pas les fusées qui se passent à côté et on est un peu nubilé par ce qui se passe, c'est Oui, ça? alors c'est assez amusant parce que souvent l'information masque la réalité, le vrai contenu de l'information. C'est-à-dire qu'on entend le conflit entre Trump et qui enferme la fille du fondateur de Huawei. On voit qu'il y a un conflit, mais on se dit c'est purement un conflit commercial. Mais personne n'essaye de gratter un petit peu derrière dans cette information qui va très vite et qui reste superficielle. Le vrai sujet, le vrai contenu, on n'en parle pas. Alors, pendant des années, notre patron était américain. Enfin, c'est vrai que Ouais. les multinationales américaines étaient en France et ça gênait personne, il n'y avait pas de problème. Pourquoi y aurait-il un problème par rapport aux Ouais, Chinois? je pense qu'il y a toujours une relation un peu ambiguë, d'ailleurs, depuis De Gaulle. C'est je t'aime moi non plus, les États-Unis. C'est-à-dire, quelque part, les Français aiment bien marquer une forme d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, tout en rêvant d'y aller non seulement en vacances, mais de coopérer avec ce géant incroyable. En même temps, il y a quand même une identité culturelle qui n'est pas totalement anodine. Je veux dire, c'est même des Anglais, des Irlandais qui sont partis. Bon, alors avant, il y a eu Ouais. notre Christophe Colomb, mais tout ça, c'est quand même des mouvements européens de conquête qui ont développé quelque chose dans une culture qu'on sait quand même reconnaître, identifier, et avec des acteurs qui finalement, culturellement, ont une domination très forte et qui nous fascinent. D'ailleurs, par le cinéma, par la musique, l'Amérique fascine depuis très longtemps. Et donc, du coup, on a une forme d'admiration pour les États-Unis. Donc, D'accord. ça adoucit la douleur éventuellement De la de domination, la en fait. Ouais, domination ouais, ouais, économique. d'accord. Bon, avec la Chine, on ne comprend pas parce que c'est une culture qu'on ne comprend pas. C'est une langue que même si on bredouille, on ne peut pas comprendre le moindre mot. C'est une culture un peu plus fermée. C'est un pays qui a été quand même centripète pendant très longtemps, qui est Mhm. centrifuge depuis très peu de temps, qui s'ouvre vers l'extérieur, en non pas en le dominant à l'américaine, puisque les Chinois ont horreur du conflit, ont horreur de la guerre, Ouais. et eux ne sont intéressés que par le commerce. Mais de tout à coup, effectivement, c'est des gens qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas arriver, et surtout qui arrivent à une vitesse folle, et on se dit, mais comment ils ont fait en 5 ans alors que ça fait 30 ans qu'ils y travaillent. Alors justement, on apprend plein de choses dans votre bouquin, puisque vous refaites un peu l'historique de la Chine. On apprend que jusqu'au XVe siècle, c'était 95% du commerce mondial, c'était une énorme puissance commerciale. Ouais. Et vous expliquez comment bah, les Occidentaux ont tout fait pour miner cette économie, en fait. Ouais, c'est amusant parce que finalement, on a accusé très longtemps les Chinois de copier. Bon. Les Chinois, on a passé notre temps à copier tout ce qu'ils avaient inventé. C'est-à-dire qu'au Ouais. XVe siècle, on s'est emparé. Alors, les pâtes qu'on mange, qu'on pense italiennes, sont Sont avant tout chinoises, ouais. chinoises. Les feux d'artifice, enfin, toutes ces inventions qu'on pense véritablement européennes sont des inventions qui ont été copiées sur la Chine et ramenées en Europe. Donc, ça a été le rôle des conquérants européens au XVe siècle de prendre des bateaux, de prendre des armadas et d'aller piller ou coloniser tout ce qui se présentait à leur disposition. Donc, cette route de la soie, c'était 95% du commerce Ouais. mondial. Et la Chine faisait ce qu'elle adore faire, c'est-à-dire dominer par le commerce sans dominer par la guerre. Donc c'est un retournement de situation, en fait. Simplement, ils nous rendent la monnaie de la pièce C'est un qu'on retour a. aux sources. C'est-à-dire qu'on aurait pu se contenter de copier et de faire des transactions, mais on les a humiliés. Et ça, 5 siècles après, ils s'en souviennent. Donc Ouais. la mémoire est restée extrêmement intacte. Pour eux, l'étranger, ça signifie simplement un danger, une humiliation Mhm. et quelque chose qu'on doit éviter à tout prix. Donc l'étranger est toléré le temps où il a une utilité. Il est toléré le temps où il joue éventuellement le jeu, mais à un moment donné, le bénéfice doit être exclusivement chinois.
Et je pense que ce n'est pas très choquant de le dire à l'antenne que le chinois n'a pas une appétence très forte pour des cultures qui ne lui ressemblent pas. Donc, effectivement, cette notion d'humiliation, elle est importante, hein, Très importante. de ne Ouais, pas perdre la face. ouais. Alors, pour revenir un peu concrètement, moi, je suis responsable de service client, je suis patron d'une PME, je lis votre bouquin, je me dis, ouais, c'est vrai, il a raison, mais qu'est-ce que je peux faire? Enfin, ils ont raison, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Attendre le second pour que je lui donne plus de solutions. Mais non, en fait, seul, pas grand-chose. Quand vous avez un peuple qui est quand même dirigé par on aime ou on n'aime pas, mais c'est une machine de guerre avec des plans quinquennaux qui sont exécutés quasiment à 90 ou 100%, Ouais. quelque chose que jamais en Europe on a su faire. Alors forcément avec un régime plus autoritaire, mais c'est très facile pour nous, Français ou autres, de donner des leçons de démocratie. Quand on a 1,5 milliard de personnes à gérer, on ne peut pas les gérer de la même façon que les Suisses se gaussent de nous en disant la démocratie à la française, ça marche pas très bien. Ben oui, Ouais. on peut le faire en Suisse, on peut le Ouais. faire au Liechtenstein, on peut le faire à Monaco, mais vraisemblablement pas avec 65 millions. Imaginez avec 1,5 milliard. Donc évidemment qu'il faut que ça déroule. Évidemment que les zadistes là-bas ont 2 secondes d'espérance de vie et non pas 3 ans sur un terrain à Nantes. Donc Ouais. du coup, véritablement, aujourd'hui, une personne seule, une PME seule, et même un grand groupe français qui sont parmi les plus puissants, ne peut strictement rien faire. Donc c'est là où la convergence de une vision éclairée à l'échelle au moins européenne, qui pourrait être effectivement drivée, amenée par la France, mais qui pour l'instant n'y pousse pas beaucoup, associée notamment avec l'Afrique, ça ferait un pavé de 2 milliards d'individus, ce qu'aujourd'hui est le cas de la Chine, qui en gros rayonne sur à peu près 2 milliards Donc, d'individus vous militez pour en Asie. l'Europe-Afrique, en quelque sorte, en fait, hein, Voilà, l'Europe-Afrique, avec enfin la possibilité d'enrichir l'Afrique et non plus de de- continuer à vivre sur l'Afrique comme on l'a fait, mais comme la Chine le fait aussi aujourd'hui. Parce que en bâtissant les infrastructures, en amenant les ouvriers, en amenant les prêts qui ouais. financent, en amenant les concessions qu'elle s'octroie dans la route de la soie, c'est quand même 900 milliards d'investissements pour rebâtir de façon géante les routes de la soie qu'elle avait au XVe Ouais, siècle. ouais. On a entendu à l'actualité récente en Italie qui a dit je souscris au projet de la route de la soie. Ouais. Et tout à coup, tout le monde a bondi en Europe, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils font des plans Ouais, quinquennaux, donc il est ouais. temps de se réveiller. Donc, le match n'est pas totalement plié pour vous. Il y a encore un petit peu d'espoir, mais il est Voilà, mince. il reste un petit morceau d'ouverture dans lequel on pourrait mettre le pied. Bon, et qui tombe bien parce que l'Afrique se dit bon, ça n'a pas très bien marché avec la colonisation, c'est pas beaucoup mieux avec la Chine, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais maintenant, d'abord, elle a le choix, ce qui lui permet effectivement de négocier une meilleure partie Ouais. du morceau de la croissance pour elle. Et puis, deuxièmement, elle a surtout besoin d'entrer elle aussi dans le digital, parce que l'objet, le rêve de consommation le plus absolu dans le monde aujourd'hui, la seule population en croissance démographique à cette vitesse vertigineuse, c'est exclusivement l'Afrique. Alors, on peut parler beaucoup du rôle des pouvoirs publics, hein, c'est vrai que vous l'abordez dans votre livre, disant, bon, on a un ministre du numérique, il est très sympa, mais enfin, il a ni équipe ni budget, donc on n'ira pas très loin. Vous prenez ce chiffre disant que le plan intelligence artificielle en France, c'est 1,4 milliard, alors que la 10e ville chinoise investit 5 milliards. Donc là aussi, Ouais. c'est un peu Ce qui est effrayant. très impressionnant, c'est qu'il y a encore 5 ans, l'intelligence artificielle était à peine naissante en Chine. Bon. Et aujourd'hui, en 2018, 62% des publications majeures de recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle viennent déjà de Chine, en moins de Ouais. 5 ans. Donc, et là, évidemment, aujourd'hui, le monde, c'est de la data processée par des super ordinateurs qui elle-même va alimenter des expériences clients, des nouveaux produits, des nouvelles applications, des nouvelles façons de faire du business. La data alimente l'amélioration de l'expérience client alimente la data, et c'est un cercle. Alors là, on n'y peut rien, parce qu'on est 68 millions, donc on ne va pas tous faire 15 enfants, et même en faisant 15 enfants On pendant les n'y 20 arriverait pas. prochaines années, on sera toujours au mieux une centaine de millions, donc on ne pèsera pas plus. Donc ça, on ne peut pas s'en vouloir. Là où on peut s'en vouloir, c'est de se dire, mais pourquoi un continent comme l'Europe, avec 500 millions d'habitants, n'a pas au moins un plan à 100 milliards sur 10 ans sur l'intelligence artificielle. 1,4 milliard en France, c'est à mourir de honte. Ouais. Et effectivement, l'année dernière, le leader était Amazon avec à peu près 16 milliards. Cette année, il y a au moins 5 boîtes chinoises qui investiront plus de 16 milliards à elles seules dans l'intelligence artificielle. Donc, Ouais. de ce point de vue-là, le match est effectivement un peu plié. Ouais, quand on présente les boîtes comme Alibaba ou Tencent, que les Bien gens ne sûr, connaissent pas en France, bien effectivement, les sûr. chiffres sont Oui. effrayants. On va terminer parce que vous avez toujours essayé d'agir, hein, et pareil avec l'ubérisation. Vous avez créé le mouvement Day One. La prochaine édition aura lieu à Monaco les 27 et 28 novembre 2019. Alors, c'est quoi le mouvement Day One?
L'idée, on s'est dit que c'était vraiment le moment de passer des débats qui sont souvent magnifiques, intellectuellement passionnants, avec des gens extraordinaires qui ont des avis sur tout et la plupart du temps assez peu structurés. Bon, avec des trucs qui sont basés sur des schémas existants. C'est-à-dire, la plupart des gens vous expliquent le monde par rapport à ce qu'ils connaissent et la façon dont il était fabriqué. Sauf qu'aujourd'hui, il ne se fabrique plus de la même façon. Mais eux continuent à vous asséner les mêmes recettes. Ouais. Les économistes sont très forts pour ça, en vous expliquant qu'ils sont soit keynésiens, soit de l'école d'un tel, mais Et qu'ils avaient tout sauf que prévu. ces schémas ne fonctionnent plus. Ils ont été prévus parfois il y a 2 ou 3 siècles, à un moment où des interactions entre les pays pouvaient se compter pratiquement sur les doigts. Aujourd'hui, les interactions, elles sont juste innombrables et incalculables. Bon. Donc du coup, on s'est dit, il faut passer du débat à l'action. Et il n'y a rien de mieux que l'action pour essayer de se mettre en marche et de se dire que si on arrive véritablement à rassembler un grand nombre d'acteurs plutôt privés, parce qu'on pense que ça ira plus vite avec les entreprises, Oui. bon, qui peuvent avoir une stratégie au niveau mondial sans être contraints justement par ces discussions nombrilistiques totalement nationales, bah, que du coup, si elles mettaient en place des expérimentations sur le terrain, dans lesquelles le digital pensera à nouveau à se centrer sur l'homme et à rien d'autre, puisque ça devrait normalement être le but ultime, mais ça ne l'est plus aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit en Californie, que les transhumanistes, ou que ce soit les Chinois, ou finalement la data au service d'un gouvernement dit autoritaire. Je ne pense pas que ça soit de ça dont rêvent les Européens. Ouais. Donc à nous d'inventer un nouveau modèle. Et donc pour ça, bah, il faut le faire sur le terrain. Donc du coup, on rassemble des entreprises, elles se mettent en marche, elles expérimentent, elles montrent que ça fonctionne. Elles sont de plus en plus nombreuses chaque année. Et au bout d'un moment, on se dit, bah, parce qu'elles sont plus nombreuses, elles vont éveiller, elles vont éduquer, elles vont agir et on va réussir à changer petit à petit, effectivement, le modèle économique de cette économie D'accord, c'est pour ça que digitale. c'est un mouvement, donc c'est pas un mouvement politique, mais c'est un mouvement pour Oui, entraîner des bah, entreprises, il est des politique au startups. sens où finalement on aimerait bien influer sur la vie de la cité, la vision Ouais, qu'on a de l'homme et de l'humanité, qui de est façon très l'origine. prétentieuse. Mais quelque part, au lieu d'attendre que les États le fassent, puisqu'ils ne le font pas et qu'ils sont plus garants ni d'une vision ni d'un contenu, ben on se dit que c'est à nous, citoyens, de nous mettre au travail et de le faire sur le terrain. Merci beaucoup, Denis Avec Jacquet. On vous plaisir. écouterait pendant des heures et vous êtes passionné par votre sujet. On est là pour parler de votre livre qui s'appelle Pourquoi votre prochain patron sera chinois. Le sous-titre, c'est Peut-on renverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard, coécrit avec Homéric de Sarthe et c'est paru aux éditions L'Instant qui suit, Erol, Fondation Manpower Group. Merci beaucoup. Avec plaisir.